Bonsoir à tous, puis merci de m'avoir invité. Alors, je connais bien cet amphi parce que j'ai fait pas mal de cours et de conférences à l'AgroParisTech ici. Je venais un petit peu tous les ans. Et cette année, on a remplacé mon intervention par un TEDx. Je découvrais que c'était une création super intéressante de nos étudiants que j'adore depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je viens ici à AgroParisTech. Alors ma question est un petit peu iconoclaste. Je pars du principe aujourd'hui, moi je suis endocrinologue, c'est mon métier de base, et après mon travail, ça a été de comparer, faire de la biologie, de l'évolution, de faire de l'endocrinologie comparée. Regardez comment le vivant, depuis les premières origines, la vie apparaît il y a à peu près un peu plus de 4000 millions d'années dans l'océan. Des cellules simples, des bactéries au démarrage. Et cette vie va se développer très longtemps dans l'océan. Donc je vais vous montrer des images tout à l'heure. Et puis l'humain, il en est construit. Il est construit par les mêmes atomes, les mêmes molécules. C'est pour ça que le comparé est super intéressant. Ça a été le travail de ce qu'on faisait au Muséum d'histoire naturelle. Alors, je me retourne par là. Voilà, alors quand on parle de vivant, je vous ai mis une image d'une supernova qui éclate là, et puis d'un caillou. Ce caillou, il tombe sur Toulouse en mai 1864. Une météorite. C'est moche comme tout, mais c'est génial. Et un brave paysan du Lot ramasse un morceau de la météorite. À quoi ça sert de faire ça? À rien du tout. C'est génial. Il veut dire pourquoi? Le caillou est resté oublié 100 ans dans une caisse à oignons dans le jardin. Et au début du siècle, là, des randonneurs qui passent, ils disent, vous savez, ton caillou, là, c'est une météorite. Oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassé. Tu me la donnes? Et elle finit rue Cuvier, au Jardin des Plantes à Paris. Et là, grâce à des systèmes de géochimie, des nanosondes, on date ce caillou. Et là, vous en pleurez quand vous le caressez. Ce caillou à l'âge de la Terre et du Soleil. Il est contemporain de la mise en place du système solaire. Alors voilà comment on va passer du minéral au vivant. Au départ, il y a effectivement une chimie minérale, avant que la vie ne démarre. Les lois de la physique sont là. La physique était là bien avant que la vie ne se développe et bien avant que les humains ne se développent. Et la chimie, elle était minérale. Et on va voir comment après, ça a commencé à s'imbriquer avec l'apparition du vivant. Alors, ça c'est l'océan qui ne bouge pas depuis très longtemps. Depuis 100 millions d'années, il ne bouge pas. Donc extrêmement stable. Aussi stable que votre sang en ce moment. Le même pH, la même salinité, le même contenu en sodium, en potassium. Ça, c'est super intéressant de regarder ce qui se passe, effectivement. Et là, je vous ai mis un estuaire. J'ai passé ma vie à travailler là-dessus. L'eau de mer en bas, l'eau douce en haut. C'est quoi l'eau du milieu, là? Eh bien, regardez, c'est votre sang en ce moment. Il y a des médecins dans la salle. 142 millimoles de sodium. Tous les humains actuels, il est passé aussi. 105 millimoles de chlorure, 3 ou 4 millimoles de potassium. C'est très, très contrôlé. Alors les médecins ne savent pas pourquoi. Ils apprennent ce chiffre, mais ils ne savent pas pourquoi, en fait, chez l'humain, c'est comme ça. La vie est apparue dans l'océan, bien évidemment. Et cette homéostasie, cette constance du milieu intérieur, elle est absolument fondamentale. Et en plus, on va voir qu'on partage avec ce vivant, ça c'est une image de cyanobactéries d'Australie, datée à 3,45 milliards d'années dans les collections du Jardin des Plantes, ici à Paris. Et tout à l'heure, en arrivant là, quand Leïla m'a accueilli devant la porte, vous regarderez, il y a une flaque d'eau. Regardez-la avec tendresse tout à l'heure. Dans cette flaque d'eau, vous avez des cyanobactéries. 4,5 milliards d'années. Comment ont-elles fait pour durer aussi longtemps? Quand on parle d'entreprise, de très loin, la plus belle entreprise, la plus durable de la Terre, c'est la vie. Et ça, on l'a oublié. Et l'humain qui a oublié qu'il était vivant, fait qu'il fait énormément de bêtises. Si on y pensait chaque seconde de notre vie, on ferait beaucoup moins de conneries. Je prends mon mot exprès à ce niveau-là. Et ceux qui m'en parlent le mieux, vous savez, ils sortent d'un cancer aujourd'hui. Ça, c'est super intéressant d'y réfléchir. Alors, je vous ai mis ici quoi le vivant? D'abord des bactéries. Partout. Votre siège, vos cheveux, votre trou de nez, le siège de la voiture tout à l'heure, ce que vous allez manger tout à l'heure. Il y en a pas. Le seul endroit où il n'y a pas de bactéries, c'est en haut à droite, les laves de volcan. Au-delà de 1000 degrés, le système Terre stérilise la vie. Et puis elle revient. Je vous ai mis une image au milieu de petites plantes qui reviennent après une éruption à l'île de la Réunion. On y va 1 heure après, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans. Comment le vivant recolonise un milieu qui a été stérilisé par la température. C'est super intéressant. Et les bactéries, c'est une enveloppe avec de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. Un bébé humain qui naît 3/4 de flotte. C'est pas fait pour laver sa voiture en période de sécheresse. Et ça, on l'a oublié. Notre cerveau, 80% d'eau. On ne sait pas si elle est liquide ou sous forme de gel. 80% d'eau. L'eau, elle est absolument... Tous les êtres vivants, du coronavirus 19 à l'humain, sont faits d'eau liquide. Première clé, l'eau, c'est effectivement le vivant. Je vous ai mis des protistes en dessous, des cellules plus grosses, qui ont un noyau. Ça, on les sort du port de Lorient quand on part avec Tara en octobre 2009. On ramène en 4 ans 700 000 séquences
d'êtres vivants pas connus. Des virus, des bactéries, des protistes. Ces grosses cellules à noyaux. Les levures sont des protistes. Les levures, tout le monde s'en fout. Sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français, pas d'agro. Alors là, je commence à intéresser mes interlocuteurs. On me dit, c'est peut-être pas des élucubrations d'écolos farfelus, cette vie qui est autour de nous. Et le corps humain contient plus de bactéries que, effectivement, de cellules humaines. Et ça, c'est fondamental. Les microbiotes cutanés, la peau, et c'est 400 espèces de bactéries, un vagin, un intestin. Il y a plus de bactéries dans l'intestin que tout le nombre de toutes les cellules différenciées d'un être humain. Vous comprenez comment on est complètement dans ce vivant, pas à côté, on ne peut pas s'en passer. On ne mange que du vivant et on ne coopère qu'avec du vivant. Et après, vous avez les plantes, je vous ai mis ici des fougères par exemple, et puis les animaux, je vous ai mis un petit tardigrade qui lui est un des champions de l'adaptation. Il résiste à des températures de zéro absolu. On l'a mis dans les 5 degrés Kelvin. Vous imaginez ce que ça représente ? C'est le zéro absolu de l'univers. En température, il peut monter à des températures de... Ouais, il peut aller jusqu'à 80-90 degrés. Toujours là. Alors, il n'aime pas ça. Il perd sa tête, il perd ses pattes. Mais quand on le remet après dans de l'eau à température ambiante, eh bien, il refait une tête, il refait des pattes. Et puis, s'il a une copine, ils font des bébés tardigrades. Vous comprenez pourquoi ils vont nous succéder, bien évidemment, sans aucun problème particulier. Et un virus, je vous ai mis le coronavirus 19. J'ai adoré cette histoire-là parce que nous avons tous ici 24 000 gènes d'ADN. On est très fiers, on est beau, on est intelligent. Écoutez, M. Trump, c'est le summum. Hier, il a dit qu'il plaisait à Dieu. Il faut quand même le faire dans l'ego masculin du personnage. Lui, il a 15 gènes. Pas de tête, pas de patte, pas d'intention. Comment il a fait ? Vous avez vu notre tronche ? Moi, j'étais à l'hôpital quand je voyais récupérer les Covid longs ou bien des gens qui étaient en détresse physiologique au moment de l'épidémie, il y a quelques années. Eh bien, écoutez, avec ces 15 petits gènes, ça nous a mis de la glace sur la tête. L'humain il a été très sensible. Les Covid longs actuels nous posent encore beaucoup de problèmes. Donc, les virus, c'est ça. Ils veulent se reproduire, mais ils ne savent pas faire tout seuls. Donc, il faut qu'ils puissent rentrer dans une cellule, donc ils vont prendre de la machinerie moléculaire. Alors voilà, ça c'est l'autre mère initiale. La vie est apparue là. Les petits points jaunes sont des virus, les moyens points jaunes sont des bactéries, et les gros points jaunes sont des protistes, du phytoplancton. Alors vous allez me dire, c'est super intéressant, ça c'est 98% de la biomasse marine. Tout à l'heure, Clarisse va nous parler de ces chères baleines. Les baleines et les poissons, c'est que 2% de la biomasse de l'océan. Vous comprenez pourquoi ces microbes, au sens très large, sont absolument essentiels dans le système. Regardez ici, on a séquencé de l'ADN de microalgues, d'inoflagellés qui sont en haut là. Et puis à côté, on a séquencé aussi un intestin de bébé humain. On a un bon tiers de gènes en commun avec le plancton. On vient du même monde. On est fait des mêmes systèmes. Un sol. Alors un sol, on marche dessus. Voilà, un sol, on marche et puis on s'en fout. Alors vous, agronome, c'est fondamental. Et ça, je vais le hurler clairement. Là, vous parlez d'agroécologie, évidemment. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Que ce soit des labourages trop profonds ou faits de façon inconsidérée ou de la chimie de synthèse, pas possible. Eh bien, on a tué la moitié des sols de France. Là, je vous ai mis des micro-champignons. 3,5 tonnes à l'hectare, des bactéries, 2,5 tonnes à l'hectare, des tardigrades, des lombriques, des nématodes, des colamboles, des acariens. C'est ça un sol vivant. Dans les sols, vous avez 2 fois plus d'espèces connues que dans tout l'océan du monde. Donc là, il faut un respect infiniment plus grand. Un sol vivant retient l'eau très rare parce que quand vous avez des bactéries dans un sol, quand il pleut, l'eau ne va pas ailleurs, elle ne va pas inonder à côté. Elle va rester là dans les micro-interstices faits par les bactéries. Quand elles sont là, ces bactéries, elles vont permettre de résister au changement climatique. Elles vont entraîner une beaucoup plus grande productivité. C'est la clé du système. Et puis là, je vous ai mis un utérus féminin, c'est plutôt un vagin d'ailleurs, où vous avez la naissance d'un bébé. Donc vous voyez l'intestin du bébé qui est quasi axénique, il n'y a pas de bactéries. Le bébé a subi un tas de relations avec sa maman, bien évidemment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, au moment de l'expulsion du fœtus, quand il va naître à l'extérieur, bien sûr, vous avez non pas une contamination, mais un ensemencement du bébé par les bactéries du tractus génital de sa maman. Et regardez ici, je vous ai mis en bleu l'ADN séquencé des microalgues que je vous ai montré tout à l'heure. En rouge, l'intestin de mon bébé. On a 1/3 d'ADN en commun. 2 tiers avec une mouche, avec une banane. Pourquoi vous fait du bien la banane ? Parce qu'on appartient au même monde. Donc chaque seconde de votre vie, je suis vivant. Vous mordez la langue, vous pincez, je suis vivant. Et si je suis vivant, je fais beaucoup moins de bêtises parce que j'ai besoin de ce vivant. Je ne mange que cela et on ne coopère qu'avec ça. Le moindre désordre de coopération avec nos bactéries symbiontes, c'est l'obésité. C'est le diabète de type 2.
c'est l'hypertension artérielle, c'est l'autisme, c'est Alzheimer. Alors, ça commence à faire beaucoup. Hein. Il faut qu'on revienne à ce qu'on est, une merveilleuse construction biologique dans un environnement qui est tout le temps, bien sûr, à considérer dans et autour de nous. Là, je vous ai mis un schéma qui vous montre justement les bactéries d'un humain, hein, dans la bouche, dans l'utérus, dans les poumons, sur la peau. J'étais invité il y a quelques semaines au colloque mondial sur la recherche sur les cosmétiques. Mais oui, qu'est-ce qu'on met sur la peau? Prenez pas une douche tous les jours, hein, avec des savons agressifs, c'est pas la peine. Hein. Vous serez très propre quand même, on en prend un petit peu moins. Vous détruisez une grande partie de vos barrières immunitaires sinon. Et je vous ai mis ici une table. Là, si j'enlève le nickel des couverts ou bien le verre des bouteilles, ce n'est que de la biodiversité. Avec, on a vu, des bactéries, des micro-champignons et des levures. Voilà, les masses à élever, c'est votre boulot. Hein. Donc 1,3 milliard de vaches, 30 milliards de poulets. Il y a autant de poulets que l'ensemble de tous les individus des 10 000 espèces d'oiseaux sauvages de la Terre. C'est pour ça que je ne suis ni l'ennemi du poulet, simplement, effectivement, on est dans la démesure. Hein. C'est la vraie question. On revient sur le débat, effectivement, non pas de devenir végane, hein, mais de consommer moins, effectivement, de protéines animales. Nous sommes un holobionte. Et ça, pour terminer là-dessus, c'est votre lit ce matin à tous. Et que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche, mon truc. Tous les matins, à 37 degrés, vous avez bien transpiré. Vous avez entre 1 et 2 millions d'acariens. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils bouffent vos poils, vos cheveux, les cellules de la peau qui se desquament. Hein. C'est magique. Et ça, c'est la clé. Quel refuge en dehors de votre lit? Et vous engueulez avec votre copine, votre patron le matin, vous mettez au fond du lit, là, tout au fond. Vous grouillez de trucs. Et quand je travaille beaucoup avec les grands navigateurs au large, mais on est tout seul. Mais non, t'es pas tout seul, en fait. Hein. Il y a plein de trucs sur le bateau avec toi, sans compter le plancton autour du bateau, bien évidemment. Ça, c'est super intéressant. Voilà, donc One Health, c'est un travail qui a été démarré maintenant il y a à peu près 25 ans aux États-Unis. C'est le fait de considérer les pathologies humaines au regard des pathologies animales, sauvages, animales, domestiques. Regardez ce qui se passe en ce moment en France, avec les plantes, avec la forêt et avec les micro-organismes. Et One Health, c'est ça, c'est toutes les interrelations entre ces pathologies. Arrêtons de croire qu'en abîmant l'environnement, on ne sera pas malade. C'est la pire des stupidités que vous puissiez imaginer. Avec ça, on ne peut pas s'appeler sapiens. On en est complètement dépendant. Et je mettrai là-dedans les maladies psychiques dont tu parlais tout à l'heure aussi avec bonheur. Bien sûr, les inquiétudes qu'on évoque en ce moment. Tout ça est très très lié aussi au microbiote et à la perception qu'on a de l'environnement. Alors, il y a différentes mesures à prendre. Aujourd'hui, moi je suis très fort sur les sciences participatives. Au muséum, c'est notre boulot. Hein. Le muséum, c'est 2500 personnes, 500 chercheurs. 20 000 participatifs qui nous appellent tous les jours. Hein, j'ai vu ma première hirondelle arriver, j'ai vu mon premier hippocampe dans le bassin d'Arcachon, j'ai mangé ma première prune à Agen. Tiens, c'est intéressant tout ça. Et le vivant, il innove tous les jours en permanence pour tout le monde, y compris pour les gilets jaunes, avec une grande parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Vous connaissez un polytechnicien qui sait faire ça, vous? Aucun. Elle fait ça depuis 345 millions d'années. Allons voir comment elle fait. C'est ça qui est intéressant, effectivement. Hein. Et puis le vivant, il fait des poisons horribles. Hein. J'écoutais tout à l'heure notre ami manger une anthollum livide ou une amanite phalloïde. Hein. Là, il n'y a pas d'adaptation, d'acclimatation. Mais n'empêche que ce vivant ne s'auto-empoisonne jamais. Jamais. Alors que nous, on a créé 7000 molécules de synthèse aujourd'hui qui nous empoisonnent tous les jours. Et que ni le vivant ni l'humain ne savent dégrader. C'est ça le problème, justement, ces questions de pesticides qu'on évoquait. Et le vivant a toujours un acheteur gratuit pour ses déchets. Ça, c'est super intéressant. Vous faites un gros caca, là, le lendemain, il a disparu. C'est génial. Idem pour les cadavres, d'ailleurs. Hein. Pourquoi il n'y a plus de cadavres dans les forêts? Ben tiens, parce que vous avez des nécrophores, des nécrophages. Hein. C'est super intéressant. Le vivant travaille dans des conditions simples, avec des éléments simples. Donc ma conclusion économique, avant de finir par la biologique, on arrête cette économie stupide et suicidaire, j'ai écrit ça il y a 10 ans, je ne change pas un mot, hein, qui consiste à gagner de l'argent, à faire du profit, en détruisant ou surexploitant cette nature et ce vivant. On ne peut pas s'en passer, dans une sobriété certaine, bien évidemment. Alors, un peu de philosophie. Sri Aurobindo, il vivait en 1915. À l'époque, il n'y avait ni écologue, ni écologiste, comme ça on met tout le monde d'accord. Hein. Il disait... L'homme ne peut plus désormais supporter un développement gigantesque que lui-même a créé à l'extérieur sans un changement intérieur. Ce changement intérieur, il est profond pour moi. Hein. Il disait, si l'humanité veut survivre, une transformation radicale. Pour un physiologiste comme moi, ça s'appelle une métamorphose. Sommes-nous capables d'une métamorphose? Nous sommes vivants. On tient compte de cela chaque seconde de notre vie. On fait attention. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit?
quelles bêtises on va faire ou ne pas faire. Comment on utilise effectivement notre vie de tous les jours pour faire beaucoup mieux. Voilà, une très jolie image pour faire rêver, pas finir sur des notes qui sont tristes. Hein. Atacama, il ne pleut pas depuis 500 ans. Le climat change et s'est mis à pleuvoir en quelques jours. C'est ça qui m'a mystifié. Ça veut dire que ça n'a pas le temps d'arriver d'ailleurs. Les pollens, les graines sont là depuis des lustres. Elles attendent la clé, la molécule d'eau liquide en fait qui va arriver là. Et là, vous avez les oiseaux qui vont venir avec. Hein. Et ce vivant, ben, écoutez, il régule le climat. Ce vivant, il vous nourrit. Vous ne mangez que ça. Il vous soigne. La moitié des médicaments en pharmacie, y compris les tiens, là, ils viennent du vivant. Ou elles viennent de choses qui sont synthétisées à partir du vivant. Le vivant, on respire. Le plancton, il n'y a pas que les arbres. Hein. Le plancton fait au moins la moitié d'oxygène et il stocke du CO2. Le vivant nous inspire dans la bio-inspiration. Je parlais des nageoires de baleines à bosse qui nous bio-inspirent pour faire des pales d'éoliennes, par exemple. Hein. En ce moment, on fait un verre à partir de microalgues du Méditerranée, sans sable, sans température élevée. Un verre ultra transparent, ultra résistant, ultra solide, auto-nettoyant et 100 fois moins lourd que le verre que l'humain produit. Et quand vous avez fini, vous compostez. C'est ça l'intérêt du vivant par rapport à tout ça. On s'abrite, hein, il y a du bois ici au-dessus de notre tête, et on s'émerveille. Émerveillez-vous, c'est essentiel. Dès qu'on travaille tous les mécanismes que tu évoquais aussi tout à l'heure, on va s'émerveiller, c'est extrêmement important. Et pour ça, il nous faut différents acteurs. D'abord, je vais le hurler, la science n'est pas une opinion. En ce moment, elle est considérée comme une opinion. J'étais dans des jurys récemment d'assises. Hein. Eh bien, la science, c'est une opinion. Hein. Vous avez un influenceur en face qui ne connaît rien au système, mais qui dit n'importe quoi. La science n'est pas une opinion. Parce qu'on a oublié ce qu'est la démarche scientifique. La politique, laquelle, et moi je suis de ceux qui pensent que bien sûr ces questions-là ne sont pas uniquement l'apanage des seuls écologistes. Hein. Tous les partis politiques doivent faire de l'écologie scientifique. Les citoyens, les ONG, bien sûr, hein, on a parlé, c'est super important, les sciences participatives qu'on a évoquées, et les entreprises. Si l'entreprise ne s'en mêle pas, à la vélocité à laquelle on doit aller, on ne s'en sortira pas. Donc tous ensemble, avec ces piliers-là, eh bien, on se retrousse les manches. Mais vous savez, je vais terminer là-dessus, en fait, le vivant, s'il est toujours là, c'est qu'il s'est constamment adapté. Et pour s'adapter, il faut accepter de changer. On ne change toujours pas. Merci pour votre attention.